La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. C'est le moment des inscriptions et réinscriptions, même si l'on constate une certaine timidité dans l'élan. Raison évoquée, les résultats des concours d'entrée en 6e et en seconde qui se font toujours attendre. On fait un tour dans les établissements secondaires à Bobo-Dioulasso pour vous. Les dommages provoqués par les nids de poules dans la circulation routière à Ouagadougou, on en parle aussi dans ce journal. Les principales artères de la capitale burkinabé sont impraticables en saison des pluies. On fait un constat pour vous dans quelques instants. Et puis en Côte d'Ivoire, les proches de Laurent Gbagbo accusés de tentative de déstabilisation par le gouvernement. Les investigateurs de la série d'attaques contre la police et la gendarmerie ces derniers mois seraient des pro-Gbagbo en exil. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation d'une trentaine de personnes présumées impliquées dans ce projet. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous, merci à vous de suivre cette session d'information. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la rentrée scolaire 2017-2018 sonne déjà à la porte. C'est l'heure des inscriptions et réinscriptions. Et dans les établissements, on attend d'abord les résultats des concours d'entrée en 6e et en seconde qui se font désirer. Conséquence, les nouveaux élèves doivent patienter, d'où une certaine timidité constatée en ce moment à Bobo-Dioulasso. On suit les explications de Martin Zerbo et Karim Sissi. À moins d'un mois de la rentrée scolaire 2017-2018, l'affluence n'est toujours pas au rendez-vous au lycée Ouenzen Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Pour l'heure, le personnel administratif s'attelle à la réinscription des anciens élèves. Et généralement, si on n'a pas fini, on n'a pas les résultats de l'entrée en seconde, de l'entrée en 6e, nous, on ne peut pas recruter, par exemple, dans les classes d'initiation 6e et seconde. Et c'est que beaucoup attendent là-bas également pour ceux qui n'auront pas eu le concours entrée en seconde ou entrée en 6e. Mais pour ce qui est de ces deux promotions, on oublie d'attendre les résultats. Pour les classes intermédiaires, réellement, nous avons de sérieux problèmes parce que nous n'avons pas de grandes salles. Et les passants qui vont rejoindre les redoublantes, nous avons déjà des effectifs élevés. Ils sont venus payer les scolarités des enfants. Il faut s'y prendre tôt pour ne pas avoir de longue queue vers la rentrée. Et aujourd'hui, présentement, les enfants ne sont pas là. Il faut le faire à leur place avant que les enfants n'arrivent. L'enfant fait la classe de 3e. Au lycée mixte d'Akarville, c'est le même constat. Seulement, quelques parents d'élèves sont venus pour s'acquitter des frais de scolarité de leurs enfants. Et de l'avis du censeur, l'opération se déroule normalement. Comme c'est le premier jour, on a encore la main un peu lourde, mais je pense que ça se passe bien. On commence par les anciens élèves, le temps qu'on ait les affectés de l'État et peut-être les recrutements compléments d'effectifs. Pour cette année scolaire, il serait difficile d'effectuer un recrutement pour complément d'effectifs, nous confie le proviseur du lycée mixte d'Akarville. Tenez-vous bien, sur 3 classes de 6e disponibles, 264 élèves passent en classe de 5e et 71 redoublent. Les professeurs nous ont dit, quand on a fait la réunion, ils m'ont donné des barres à ne pas dépasser. 90 élèves par classe. Sinon, l'État prévoit 70. Déjà, ceux qui passent, les passants et les redoublants déjà, font qu'on est au-delà de 90. Oui, même la terminale A, c'est 91. Sans un seul recrutement, 91. Au lycée privé Les Savoirs, les recrutements pour complément d'effectifs ont déjà été faits. Ici, tout est fin prêt. Les premiers responsables attendent maintenant les admis des concours d'entrée en 6e et en seconde. Généralement, nous prenons nos propres élèves qui ont débuté ici. Maintenant, au-delà de ça, nous avons quelques places. Donc, nous recrutons des élèves qui nous viennent d'ailleurs. Mais, comme je l'ai dit, la sélection elle est vraiment rigoureuse. En attendant l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018, certains élèves ont commencé à réviser leurs cours. Question pour eux d'entamer l'année scolaire avec plus de sérénité.
Les personnes vivant avec un handicap ont désormais leur place dans l'administration publique. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour faciliter l'insertion socio-professionnelle de cette couche de la population. 348 candidats sont en liste pour les concours directs d'entrée en fonction publique des personnes handicapées. Isaka Ouedraogo, Aruna Mare pour les précisions. Karim Barayan fait partie des 348 candidats de la session 2017 des concours de la fonction publique. C'est une session uniquement réservée aux personnes en situation de handicap. Les candidats venus de plusieurs régions du Burkina pour prendre part à ces concours composent ici à l'ENAM. Cette année, 41 postes sont à pourvoir. Et ce matin, la première épreuve est la rédaction pour les adjoints sociaux. Pour le bon déroulement des concours, des dispositions particulières ont été prises. Si je prends le cas des handicapés visuels, par exemple, nous avons veillé à traduire les sujets en braille. Voilà. Donc cette séance s'est passée tout au long de la nuit, ce qui a permis de mettre à leur disposition un support qui leur permet de composer dans de très bonnes conditions. Nous avons choisi principalement l'ENAM parce que ce site offre des facilités d'accès et en tout cas des commodités qui permettent à ce groupe de candidats de composer sans difficulté majeure. Côté candidat, après plusieurs mois de préparation, l'on se dit prêt pour affronter les hostilités. C'est un pas au niveau du gouvernement. Sinon, dans les années passées, depuis 2014, qu'on a eu l'accès à faire les concours directs. Mais depuis lors, il n'y a pas eu de suite parce qu'avant, on nous mélangeait avec les valides. Mais cette année, c'est un concours qu'on se compétisse entre handicapés visuels. Il y a eu beaucoup d'innovations parce que les concours qui ont été ouverts sont des concours qui vont permettre à ces jeunes d'aller dans des écoles de formation. Cela veut dire que ces écoles vont être rendues inclusives pour les personnes handicapées qui vont à la suite pouvoir intégrer la fonction publique qui sera aussi plus inclusive. Les candidats se disent optimistes quant au bon déroulement de ces concours. Et l'emploi des jeunes dans la chaîne des valeurs de l'aquaculture au Burkina Faso, objet d'une étude menée par la FAO et ses partenaires. La démarche s'inscrit dans le cadre d'un projet d'assistance du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation sur les créations d'opportunités d'emploi pour les jeunes dans l'agroalimentaire au Burkina Faso et dans 5 autres pays de la sous-région. La rencontre de validation des résultats à Ouagadougou de cette étude donc va dans la foulée adopter une politique inclusive en la matière. Alidou Badini, Kadissa Nogo. La problématique de l'emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest est au cœur des préoccupations de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est dans cette optique qu'elle a initié en février 2015 un projet de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire au Burkina Faso et dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour la mise en œuvre de ce projet, une étude sur la politique d'emploi des jeunes dans les chaînes de valeur de l'aquaculture dans notre pays a été commanditée. Nous, on regarde un peu dans le secteur aquacole. Comment faire pour que les jeunes puissent s'orienter vers la production de poissons avec les techniques novatrices que nous allons apporter dans le cadre de ce projet, essayer de voir dans quelle mesure on peut les placer. Nous avons commencé déjà, ce qui fait que d'un côté, on va faire en sorte que le Burkina importe moins de poissons, de l'autre côté, on va essayer d'occuper les jeunes dans le secteur de l'aquaculture. Pour les premiers responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques, ce projet revêt une grande importance. Dans notre pays, on consomme plus de 100 000 tonnes de poissons par an et plus de 80% de cette consommation-là vient de l'extérieur et importée. Donc un projet qui vient pour promouvoir la production de poissons, l'aquaculture de manière générale est le bienvenu chez nous. Donc c'est sûr qu'il va nous apporter beaucoup de choses. Ce document, une fois validé par les participants, va permettre d'impulser une nouvelle dynamique à l'engagement du gouvernement du Burkina Faso pour promouvoir l'emploi des jeunes. Le lieutenant-colonel Yves-Patrick Ouedraogo, désormais aux commandes de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau,
Le commandant entrant prend les rênes de cette école à un moment où les défis sécuritaires sont importants au Burkina Faso. Il entend adapter la formation des officiers aux exigences actuelles. La cérémonie de passation de charge est suivie pour nous par Paul David Bambara et Zoubaviel David Dabiri. L'académie Georges Namoiano de Pau a désormais un nouveau commandant. Le colonel Yves Patrick Ouedraogo, la cinquantaine bien sonnée, prend officiellement fonction ce matin devant un parterre d'officiers d'autorités administratives coutumières de la province du Naouri. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Adam Neri. Sitôt le bâton de commandement en main, l'officier décline les grands axes de sa mission. Une mission qui consiste en la consolidation des acquis de son prédécesseur et surtout l'application d'une formation en adéquation avec les défis sécuritaires du moment. Actuellement, nous sommes dans une période assez difficile et le commandement a mis l'accent actuellement sur les écoles et centres de formation. Et mon action ici sera de perpétuer l'action de mes prédécesseurs et surtout la renforcer par rapport aux problèmes que nous avons actuellement. Je pense des actions en tout cas qui seront menées dans le sens de donner un plus aux jeunes officiers qui sortent de l'école ici. Et pour mener à bien cette mission, le commandant de l'école des mineurs d'hommes sollicite l'accompagnement de ses plus proches collaborateurs. Le lieutenant-colonel Yves Patrick Ouedraogo est titulaire de la médaille militaire. Il est polyglotte, marié et père de 3 enfants. Et les forces de défense et de sécurité qui sont citées dans le dernier sondage mené par le RENLAC sur la corruption au Burkina Faso, le réseau qui trouve entre la lutte contre la corruption et celle contre l'insécurité et le terrorisme un lien, invite à situer le rôle et les responsabilités des différents acteurs. Un panel a permis d'ouvrir le débat sur le sujet à Ouagadougou. Idrissa Warga, Bouma Ernest Nebi. L'enquête 2016 du RENLAC révèle que les forces de défense et de sécurité occupent les premières places en matière de corruption au Burkina. Selon le RENLAC, ce phénomène semble favoriser la circulation des terroristes. À ce panel, les acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau dénoncent une fois de plus les complicités entre terroristes et forces de défense et de sécurité. On s'est rendu compte que la première place était occupée par la police municipale. La douane occupait la 3e place. La gendarmerie occupait la 4e place. Avec la question des terroristes, donc on a mis des gendarmes, des policiers un peu partout. Et les gens profitent un peu de ces contrôles-là pour nous raqueter. Les contrôles ne sont pas faits. Et si les contrôles ne sont pas faits, ça veut dire que les terroristes, ceux qui font les trafics et autres là, peuvent passer facilement. Cette rencontre a permis de dégager les rôles et les responsabilités des acteurs de lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans un environnement de corruption. Ils ont également formulé des recommandations qui pourraient permettre de venir à bout du fléau. Il est important que, même du point de vue de la population, on regarde les conditions de vie des personnes qui vivent. Si les policiers peut-être sont mieux payés, si les gendarmes sont mieux payés, si les douaniers sont mieux payés, peut-être qu'on peut faire reculer ce phénomène. Et donc, de ce point de vue-là, il faut trouver des solutions qui soient adaptées à notre contexte. Le RENLAC entend également sensibiliser les forces de défense et de sécurité afin qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Et l'incivisme sous toutes ses formes, ses causes, ses conséquences et surtout des pistes de solutions pour venir à bout du phénomène au Burkina Faso, c'est la substance de la réflexion menée par le collectif des Amis du Faso. Une journée entière dédiée à cette réflexion pour inciter les Burkinabés à prendre en main le développement de la nation. Konsoun Koulibaly, Omar Zombri. L'incivisme a des visages et en voici quelques-uns. L'incivisme est un phénomène qui gangrène la société de jour en jour au Burkina Faso. Mais que faire pour endiguer ce mal? Face à cette question, le collectif des Amis du Faso, CAF, tente d'apporter sa réponse à travers cette conférence qui réunit experts et société civile. Et nous avons pour objectif, pour ambition, de faire une caravane de sensibilisation sur l'incivisme. Nous ne pouvons pas attendre des gouvernants, parce que le gouvernement ne peut pas à eux
seuls faire tout à la fois. Il faut que nous, surtout la société civile, que nous participons, que nous donnons un coup de main à nos gouvernants pour le bien fondé de la nation et pour le bien-être de tous les citoyens de cette nation-là. Pour Albert Ouedraogo, la perte des valeurs africaines et l'évolution du monde sociopolitique sont des raisons qui justifient l'incivisme. Il propose aux responsables des institutions de respecter les règles établies. L'incivisme constitue une sorte de gangrène qui frappe aussi bien la jeunesse que les moins jeunes. C'est un acte de défiance vis-à-vis de l'État. Et nous disons qu'en réalité, pour combattre cela, il faut redonner à la place qu'il faut à l'État et à l'autorité de l'État. Mais cela procède d'abord par une confiance que les autorités de l'État doivent mériter et doivent pouvoir, de ce point de vue, sévir en toute justice et que l'on ne les soupçonne pas de favoritisme, de népotisme et autres règlements de compte dans leurs décisions. À l'issue de cette journée de réflexion sur le sujet de l'incivisme, le collectif des Amis du Faso compte organiser des journées de sensibilisation sur ce phénomène. Et les détracteurs du franc CFA qui peaufinent leur participation à l'appel à la mobilisation contre cette monnaie prévue pour le 16 septembre prochain. Un appel lancé par l'activiste Kémi Séba, dont l'expulsion du Sénégal est vécue par ses partisans comme une déportation. Des précisions avec Rasmane Zoundi et Sanoua Christine Koulibaly. Front anti-CFA, la lutte est engagée et ne saurait faiblir. Foi de Hervé Ouattara et ses camarades qui ne comptent pas rester en marge de cette page de l'histoire africaine. Cette rencontre est donc voulue pour faire le point sur l'arrestation et l'expulsion de l'activiste Kémi Séba, mais aussi préparer l'appel du 16 septembre prochain. Kémi Séba avait annoncé une grande mobilisation au niveau africain, et même dans les Caraïbes, le 16 septembre à venir, ce qui a d'ailleurs valu sa déportation. Donc nous devons à notre niveau aussi réfléchir comme les autres pays africains sur ce que nous devons faire à cette journée-là, pour marquer également notre désaccord face au franc CFA, pour marquer réellement notre refus de l'impérialisme français en Afrique et pour également marquer notre refus de la France-Afrique de façon générale. Cette aversion pour le franc CFA et la France-Afrique, il compte la traduire au président Macron, annoncé en novembre prochain au Burkina Faso. C'est pour nous l'occasion, nous, la jeune génération, qui aujourd'hui, cette jeune génération qui a été victime de cette politique de la France-Afrique, qui a été victime, j'allais dire, de la présence militaire française en Afrique, victime du pillage organisé de la France. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de nous regrouper et accueillir Macron et de signifier réellement notre désaveu de la France-Afrique. En attendant, c'est une marche qui est prévue pour marquer la journée du 16 septembre. Journée dénonciatrice du franc CFA qui pour eux reste une forme de colonisation. Un mot de santé à présent et on ouvre le débat sur le VIH-Sida avec le réseau Convergence communautaire du Faso qui prône désormais l'intégration de la notion de genre dans la lutte contre la pandémie. Une conférence débat sur le VIH et genre est animée pour sensibiliser les leaders d'opinion et aussi pour servir de plaidoyer. Jean-Eudes Bayala, Maïmouna Traoré. Selon les statistiques, au Burkina Faso, environ 95 000 personnes portent le virus du sida, dont 55% de femmes. Il y a donc une tendance à la féminisation de l'infection à VIH. Pour le réseau Convergence communautaire du Faso, COCOFA, la lutte contre cette maladie doit prendre en compte la question du genre. D'où cette conférence débat pour sensibiliser les leaders coutumiers et religieux, ainsi que des responsables d'associations. Vous allez voir qu'il y a toutes les couches sociales qui sont représentées. Les femmes, les jeunes, les enfants. Pour être là, être informé, avoir des informations justes aussi, pour sensibiliser l'autre aussi. Des participants qui ont pris conscience de leur rôle dans la lutte contre cette pandémie. Dans notre société, il y a toujours certains présentations socioculturels qui maintiennent le taux un peu plus haut. Par exemple, on veut parler de l'Evira, que nous, les chefs traditionnels, nous sommes souvent appelés à gérer dans les familles. C'est un peu orienter les gens pour qu'ils fassent le test
quand on veut, par exemple, donner la femme de quelqu'un à un frère. Au Burkina Faso, le taux de prévalence du sida est inférieur à 1%, mais certaines régions sont au-dessus de cette moyenne. Dans la région du centre, par exemple, il atteint 2%. Le réseau Cocofa invite donc les populations à la vigilance et les acteurs de la lutte à la persévérance. Pas facile de circuler à Ouagadougou en ce moment. Les grandes artères de la ville sont impraticables. La faute aux nids de poules et autres crevasses qui causent des désagréments. Les accidents sont pour la plupart imputés à l'état défectueux de la chaussée. Le constat avec Roger Bembamba et Zoubaviel David Dabiri. Il voulait éviter ces nids de poules parsemés le long de l'avenue d'Indilossom. Il finit sa course aux abords de la chaussée, victime d'un accident de circulation. Un fait banal selon les usagers, tant les accidents sont de plus en plus récurrents sur ce tronçon. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas comment ça s'est passé et je me suis retrouvé par terre. Toutes les voies sont défectueuses. Il y a trop d'accidents sur cette voie du fait des trous. Toutes les voies de la capitale sont foutues alors que nous payons des taxes. Ça là même quand ça pleut même c'est dangereux. Les véhicules ne peuvent même pas passer. L'eau ne coule pas. Et quand ça pleut beaucoup, tu as les trous là. Pour savoir qu'il y a un trou ici là, c'est dangereux. Tu viens, tu tombes. À côté de ces infortunés, il y a ceux qui, à l'instar de Sébastien Kaboré, assistent impuissants à la dégradation de leur véhicule du fait de ces trous béants. Depuis très longtemps, effectivement, on constate la dégradation, en tout cas grandissante de cette voie. Et comme désagrément, comme vous le constatez, et chaque année, on est obligé parfois même de changer les suspensions des véhicules, parce que ça gâte les suspensions des véhicules. Autre lieu, même constat. Sur l'avenue rue des Écoles 6 au quartier Paspanga de Ouagadougou, la situation est guère luisante. Ici, les crevasses érigées en nouveau maître de la route constituent un véritable cauchemar pour les populations. Abdoul Rachid Sawadogo, ce jeune habitant de la zone, porte encore les séquelles d'une imprudence sur cette voie. Heure de descente, il y a trop d'embouteillages. Les gens essayent d'éviter les voies là et puis franchement, c'est désolant quoi. C'est désolant. Vous voyez, ça c'est le jour du Ramadan là. Le gros trou qui est là. Et pour faire face à la dégradation continue de cette voie, des travaux communautaires sont organisés, nous confie Abdoul Rachid Sawadougou. Mais avec la modestie des moyens à leur disposition, leurs efforts d'entretien sont toujours précaires. Ils assistent donc impuissants à la disparition progressive du bitume sur cette avenue. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, une trentaine de personnes arrêtées dans les enquêtes en cours pour identifier les auteurs de la série d'attaques contre la police et la gendarmerie ces derniers mois dans le pays. Le gouvernement accuse les partisans de Laurent Gbagbo de tentatives de déstabilisation. Si cela est avéré, c'est la réconciliation qui prend un coup. Des proches de Laurent Gbagbo accusés de tentatives de déstabilisation du pays par le gouvernement ivoirien. Jeudi, les autorités, par la voix du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, ont cité 2 hommes en exil comme étant les instigateurs de la série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie perpétrés ces derniers mois. Stéphane Kipré, gendre de l'ancien président, et Pikas Damana, un ex-responsable des Jeunes Patriotes, porterait un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. D'après les responsables ivoiriens, les enquêtes en cours après les 7 attaques ont conduit à l'arrestation de 35 personnes, parmi lesquelles 6 militaires et 7 miliciens. Si elles sont confirmées, ces révélations porteraient un sérieux coup à la réconciliation ivoirienne, plus de 6 ans après la guerre civile ayant opposé les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara à ceux de son prédécesseur, Laurent Gbagbo. L'ouragan Irma fait une entrée en fanfare en Floride. L'État organise une évacuation historique. L'armée américaine sort la grosse artillerie et envoie un porte-avions doté d'une trentaine d'hélicoptères. De centaines de milliers d'automobilistes fuient vers le nord. L'ouragan est passé en catégorie 5 après son passage dans les Caraïbes. L'ouragan Irma arrive à Cuba.
Il repasse en catégorie 5 pour remonter vers les côtes de Floride ce samedi. Une dépression monstre avec des vents qui soufflent à plus de 240 km/h et qui devrait provoquer de brusques montées des eaux. Ce cyclone d'une ampleur inédite a déjà balayé les Caraïbes, mais un autre ouragan, José, se trouve dans son sillage. En Floride, les routes sont prises d'assaut par des centaines de milliers d'automobilistes qui ont fui vers le nord. C'est une tempête dotée d'un potentiel de destruction absolument historique. Je demande à tous ceux qui se trouvent sur son passage d'être vigilants et de suivre les recommandations du gouvernement et des autorités. Rien ne compte plus que la sécurité de nos populations. Après son passage dans les Caraïbes, Irma a fait au moins 19 morts. En Floride, plus d'1 million de résidents ont eu l'obligation d'évacuer les... Et nous allons au Mexique pour finir, où le pays compte ses morts après le séisme qui a secoué le pays dans sa partie sud. On dénombre une soixantaine de décès et de centaines de blessés. Les dégâts, eux, se chiffrent en milliards. Au Mexique, le bilan s'alourdit après le séisme de magnitude 8,2 qui a secoué le pays. Les secouristes poursuivent leurs recherches pour tenter de retrouver des survivants, mais désormais plus de 60 victimes sont à déplorer, près de 200 personnes auraient été blessées. L'épicentre de ce tremblement de terre, le plus fort qu'ait connu le Mexique depuis plus de 80 ans, était situé dans le Pacifique, à une centaine de kilomètres au large de Tonala, une ville côtière du Chiapas. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards. L'état d'Oaxaca, au sud du pays, a été le plus affecté par ces secousses. Il recense à lui seul les 3/4 des victimes, alors que des personnes pourraient encore être prisonnières des décombres. Mais le Mexique ne va guère connaître de répit puisqu'il se trouve sur la trajectoire de l'ouragan Katia, attendu ce samedi. De niveau 2 sur une échelle de 5, il devrait frapper les côtes de l'état de Veracruz, où des glissements de terrain sont redoutés dans cette région montagneuse. Voilà, on s'arrête définitivement ici pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon week-end à tous et à toutes.